Très bien, donc comme prévu, euh, on commence à voir donc, nos TP et c'est une façon aussi d'avoir une petite révision sur tout ce qu'on a fait. Et on essaiera donc dans la mesure du possible de couvrir tous les TP. Si on arrive à couvrir tous les TP, donc on aura couvert toute notre révision. Sinon, donc, on verra s'il y a besoin d'une séance supplémentaire et que vous êtes disponible. Donc, il n'y aura pas de problème à rajouter une séance de révision. Et juste des révisions, juste des réponses aux questions. Donc, on commence avec le TP1 et j'estime que c'est un TP très important. Et donc, très très probablement, donc vous aurez quelque chose dans le genre où vous aurez donc le résultat d'un classifieur et essayer de lui calculer des mesures de performance. Donc je vous encourage vivement à bien comprendre cette leçon et à vous rappeler des formules, des mesures de performance. Ce que j'ai remarqué en voyant quelques TP, bon, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir tous vos TP, mais sur quelques TP, bon, je commence par le positif, puis par ce qui allait pas très bien. Donc, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup prendre des TP, c'est pour voir la réflexion des étudiants qui est complètement différente l'une de l'autre. Chacun a ses propres algorithmes et et je suis vraiment agréablement surprise à chaque fois que je vois vos TP pour beaucoup d'entre vous, euh, où il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de curiosité aussi. Euh, d'ailleurs, on verra quelques TP de, 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 de votre part, donc où j'ai vraiment apprécié le contenu et les résultats. Par ailleurs, ce que j'ai remarqué pour le TP1 du moins, c'est que beaucoup d'étudiants avaient du mal avec la courbe ROC. Donc, on va essayer de bien comprendre la courbe ROC aujourd'hui donc, hopefully, qu'il n'y aura plus de conflits et plus de confusion par rapport aux courbes ROC. Bien sûr, donc, il y a eu beaucoup de TP aussi où les courbes ROC étaient vraiment faites d'une façon vraiment excellente. Euh, et donc, je félicite, sans citer de nom, donc je félicite les étudiants qui ont bien travaillé leur TP. Euh, donc, on essaie de voir ça ensemble. Pour le TP, donc pareil, pour les fonctions, les librairies qu'on a déjà importées, donc c'est les mêmes. Ah, je pense que j'ai perdu mon partage. Une petite seconde. Donc, importation des librairies. Ensuite, lecture des données. Alors, vous vous rappelez qu'on avait 5000 exemples avec 400 caractéristiques. Donc, ça, je vais le laisser pour les exécutions chez vous, mais pour le TP d'aujourd'hui, donc on va juste prendre un tout petit exemple, juste pour voir concrètement ce qui se passe lorsqu'on calcule des mesures de performance et lorsqu'on calcule une courbe ROC. Euh, donc ça, je laisse pareil. Donc ça, c'est l'exemple qu'on avait déjà vu. Et là, on va essayer de voir comment on peut calculer d'une manière... donc j'ai préféré utiliser des instructions assez simples et des algorithmes assez simples juste pour bien comprendre la façon du calcul. Donc lorsque je veux calculer la matrice de confusion, ce que je vais considérer, c'est simplement de voir est-ce que l'étiquette réelle est égale à l'étiquette prédite. Euh, donc, on va imaginer ici. Donc, je vais imaginer ici que j'ai alors, des prédictions. Donc, j'ai des prédictions réelles et des prédictions, euh, pas des prédictions réelles, donc des étiquettes réelles. Donc, j'ai la classe 1, j'ai la classe 0, j'ai la classe 1, j'ai la classe 3, j'ai la classe 1. Et pour les étiquettes prédites, j'ai la classe 1, 0, 0, 0, 3, par exemple. Donc, comment je construis ma matrice de confusion? Donc, je vais aller voir les étiquettes uniques à l'intérieur de
mon vecteur caractéristique. Donc ici, j'ai une classe, deux classes, trois classes. Donc la classe 0, la classe 1 et la classe 3. Et je dessine aussi la classe 0, la classe 1 et la classe 3. Donc, une des méthodes pour garder l'implémentation que j'ai fait, c'est de transformer le 0 en 0, de transformer le 1 en 1 et de transformer le 3 en 2. Pourquoi? Juste pour garder les indices, juste pour que ça soit plus facile de travailler avec les indices. Et là, pareil, donc ça, je transforme en 0, ça, je transforme en 1, et ça, je transforme en 2. Donc, imaginez pareil que si j'avais spam, donc textuel, spam, non spam, spam, spam léger et spam. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est de prendre ce qui est unique à l'intérieur de mes caractéristiques et je vais les transformer en indices. Madame, on Donc, a perdu le oui. partage. Ah, j'ai perdu le partage. Une seconde, je repartage. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que je switch vers la 4G? Est-ce que vous arrivez bien à entendre? Le Oui, son est on vous entend bien. pas bien. D'accord, d'accord. Donc, on garde notre Wi-Fi pour le moment. Voilà, donc si on a l'avantage en changeant les indices, c'est juste que lorsque j'ai des classes textuelles ou bien je n'ai pas des classes séquentielles à l'intérieur de mes étiquettes réelles, je vais les transformer euh, en quelque chose de séquentiel pour que le remplissage de ma matrice de confusion me soit plus facile, juste pour la facilité. Donc j'imagine que j'ai des spams, des non-spams et des spams légers. Donc j'aurai trois classes. Donc, je vais transformer spam en 0, spam, non spam en 1 et spam léger en 2. Juste un exemple. Donc ici, on n'est pas sur l'exemple des spams, mais on est sur un exemple où j'ai la classe 1, la classe 0 et la classe 3. Je n'ai pas la classe 2, donc je vais transformer le 3 en 2. Juste pour les indices, et on va voir que notre fonction a besoin de ces indices. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est ce que j'ai en réel. Pardon. Là. Donc, ça, c'est ce que j'ai en réel. C'est mon Y. Et ça, c'est ce que j'ai en prédit. C'est mon Y prédit. Pour ma matrice de confusion, donc je vais construire une matrice carrée. Très important, ma matrice de confusion doit toujours être une matrice carrée. Donc je construis une matrice carrée qui est égale au nombre de classes, au nombre de classes uniques dans mes classes réelles. Donc une fois que j'aurai fait ça, je vais aller chercher pour chaque ligne, pour chaque comparaison que je vais faire entre réel et prédit, je vais prendre l'indice du réel, l'indice du prédit, et je vais incrémenter de 1. Donc, je vais aller, donc réel est égal à 1, prédit est égal à 1, je vais aller sur 1, 1 et incrémenter. Donc, j'initialise une matrice carrée au nombre de caractéristiques avec des zéros partout. Donc, dans un premier temps, je ne sais pas combien de vrais positifs j'ai, combien de faux positifs, combien de vrais négatifs, combien de faux négatifs. Je n'ai pas cette information encore, pas encore. Donc, je vais tout initialiser à 0. Ensuite, je rentre dans ma boucle et je vais aller élément par élément. Élément prédit, élément réel. Et à l'indice de l'élément réel avec l'élément prédit, alors, autre remarque, s'il vous plaît, ici. Donc, dans ma matrice de confusion, je vais toujours considérer les lignes comme le réel et je vais toujours considérer les colonnes comme le prédit. Donc, les colonnes, c'est le prédit, les lignes, c'est le réel. Donc, je vais aller à la ligne 1, colonne 1, et je vais incrémenter par 1. Donc, ligne 1, colonne 1, j'incrémente. C'était un 0, ça devient un 1. Ligne 0, donc deuxième élément. Ligne 0, colonne 0, j'incrémente. Donc, 1. Ligne 1, colonne 0. Ligne 1, colonne 0, j'incrémente. 1. Ligne 3, colonne 0, je vais aller sur la ligne 3. Ligne 3, donc ligne 3, je sais que c'est l'indice 2. C'est pour ça qu'on a changé les indices. Donc, le 2,
2 zéros. Donc ça va être plus 1. 2 zéros plus 1. Donc j'ai un 1 ici. Et 1, 3. Donc 1, 2. Donc ligne 1. Voilà, 1. Et la colonne. Donc troisième colonne. Donc la classe numéro 3 que j'ai transformée en indice 2. Donc ça va être plus 1. Donc 1. Voici ma matrice de confusion. Le reste, c'était initialisé à 0, ça va redevenir des zéros. Donc tout ça, c'est des zéros. Maintenant, si je veux trouver le faux positif, le faux négatif, le vrai positif, le vrai négatif, ce que je dois savoir, c'est que le faux positif, le faux négatif, le vrai positif et le vrai négatif, je ne les aurai que pour une classe particulière. Donc, pour chaque classe, j'aurai un vecteur de faux positif, faux négatif, vrai négatif. Pour chaque classe. Pour avoir le faux positif de toutes les classes, je dois moyenner ça. Donc, je dois trouver la moyenne par rapport à toutes les classes. Donc, je commence par la classe 0. Je vais commencer par la classe 0, donc classe 0. Et je vais aller essayer de chercher les faux positifs. Ce que je sais, c'est que les lignes, c'est les réels. Les colonnes, c'est les prédits. Si je suis sur la classe 0, donc je mets ça ici en 0. Je suis sur la classe 0, donc je vais aller à la ligne 0. Je sais que les lignes, c'est les réels. Donc je vais à la ligne 0. Le vrai positif, c'est lorsque je suis sur la ligne 0, donc la classe réelle, c'est un 0, et la classe prédite, c'est aussi un 0, donc je suis aussi sur la colonne du 0. Donc c'est la première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne, c'est mon vrai positif. Donc je vais dire que c'est la colonne 0, 0. La ligne 0 et la colonne 0. C'est ça l'indice dans ma matrice de confusion. Je veux, alors, une seconde, je repartage. Donc ça, c'est ma classe 0. Où est-ce qu'on en était? Donc classe 0, j'étais en train de chercher mes vrais positifs. Je me suis dit que mes vrais positifs étaient à l'indice 0 et indice 0. Donc 0 dans la ligne et 0 dans la colonne. 0,0. Donc ça, c'est mes vrais positifs. Mes vrais positifs sont au nombre de 1, donc qui est égal à 1. Donc c'est matrice de confusion de 0, 0, qui est égal à 1. Je passe maintenant au faux positif. Faux positif. Je vais aller changer de couleur. Pour les faux positifs, faux positifs, je sais que la deuxième lettre, ça représente toujours le prédit. Ça, je dois l'avoir en tête. La deuxième lettre de mes faux positifs, faux négatifs, vrai positif, ça représente le prédit. C'est-à-dire que quelque chose qui a été prédite négatif ou quelque chose qui a été prédite positif. Donc, je suis sur le faux positif. Donc, je sais qu'il a été prédit positif. Je vais aller chercher où sont les prédictions positives. Les prédictions positives, c'est la colonne où y est égal à 0, puisque je suis sur la classe 1. Donc, la classe 1, la première classe, c'est ma classe 0. Donc, c'est la première colonne. Toute la première colonne concerne la prédiction du positif, la prédiction de la classe 0. Donc la classe a été prédite comme étant la classe 0, donc qui est la classe positive, étant donné que je suis en train de chercher les métriques pour la classe 0. Donc c'est ma colonne, c'est la première colonne. Mais c'est un faux. Donc qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever ce qui a été vrai. Ce qui a été vrai, c'est l'indice 0, 0. Et tout le reste, c'est le faux positif. Donc en fait, le faux positif, je suis là. Donc le faux positif, c'est toutes les lignes de la colonne 0, de la colonne de la classe
que je suis en train de chercher. Mais je vais lui enlever 0, 0, puisque 0, 0, c'est un vrai positif. Donc, c'est toute ma colonne à laquelle j'enlève la colonne en question. Et ça, j'ai fait pour le faux positif. Maintenant, je vais aller chercher le faux négatif. Donc, pour le faux négatif, je vais aller choisir un violet. Donc, je suis ici. Je suis sur le faux négatif. Le faux négatif, je vais aller prendre la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est un négatif. Donc, je suis sur la ligne où j'ai fait des prédictions négatives. Donc, des prédictions qui sont différentes de la classe en question. Ma classe en question, c'est la classe 0. Donc, je vais aller sur la ligne, du 0, mais où la classe a été prédite, a été le partage. Une seconde. Bon, alors une seconde, je vais quand même mettre la 4G parce que ça va être embêtant. Alors, donc je reviens. Euh, on était sur donc, la lettre N. Donc je suis sur un négatif. Donc le prédit est un négatif. Donc je sais que le prédit, si je prends seulement le prédit qui est un négatif, j'aurai tout ça. Donc toute ma matrice, voilà, donc, tout ça, cette partie. Toute cette partie, c'est un négatif, ça a été prédit négativement. Pourquoi négativement? Parce que c'est différent de ma classe en question. Le positif, c'est cette colonne. Le négatif, c'est tout le reste à part cette colonne, c'est toutes les colonnes. Mais moi, je cherche un faux. Une seconde, je me suis déconnectée. Donc là, je suis en train de chercher un faux négatif. C'est-à-dire qu'il a été prédit qu'il n'appartenait pas à la classe, mais en fait, ça appartient à la classe. Donc, je vais prendre seulement cette ligne. Une seconde. Donc, on était où? Donc, j'étais à cette ligne. Donc, je vais prendre seulement cette ligne, qui est un faux négatif. Euh, le vrai négatif, c'est tout le reste. Donc, le vrai négatif, ça va être cette partie. Parce que tout ça, tout ce qui est en violet, c'est le négatif, mais il y a un vrai négatif et un faux négatif. Le vrai négatif, c'est lorsque la classe est réellement différente de la classe en question. Et le faux négatif, c'est lorsque ma classe, c'est ma classe en question, mais moi, j'ai prédit que ce n'était pas ma classe. Donc, c'est un faux négatif. Si je reprends ça, si j'écris d'une façon plus propre, donc j'aurai quelque chose comme ceci. Donc, pour la classe 0, donc classe est égale à 0. Donc, 0, 1, 2, 3 et 0, 1, 2, 3. Mon vrai positif, ça va se mettre ici. Je suis sur la classe 0, donc ça, c'est mon vrai positif. Oui, vrai positif, classe 0. Mon faux positif, c'est la prédiction qui est positive et la classe réelle qui n'est pas positive. Donc ça, c'est un faux positif. Faux positif, faux positif et faux positif. Mon faux négatif maintenant, c'est lorsque j'ai prédit que ce n'était pas ma classe, c'est différent de la classe 0,
mais que réellement, c'est la classe 0. Donc ça, c'est un faux négatif. Faux négatif et faux négatif. Et pour tout le reste, ça a été prédit que c'était un négatif et c'est réellement un négatif. Donc ça, c'est un vrai négatif. Vrai négatif, vrai négatif, vrai négatif, etc. Vrai négatif, vrai négatif, vrai négatif, vrai négatif. Donc en fait, si je veux retenir quelque chose, c'est que lorsque je suis sur les mêmes indices de la classe en question, je suis sur un vrai positif. Lorsque je suis sur la même colonne, je suis sur un faux positif. Lorsque je suis sur la même ligne, je suis sur un faux négatif. Et lorsque je ne suis ni sur la même ligne, ni sur la même colonne, je suis sur un vrai négatif. Si je change de classe maintenant, je vais essayer maintenant de changer de classe. Je vais aller chercher les vrais positifs et les faux négatifs, etc., de la classe numéro 3. Donc, classe égale à 3. Je sais que les indices, les mêmes indices, vont me dire que je suis sur une vraie positive. C'est la classe 3 et j'ai prédit que c'était la classe 3. Donc, ça, c'est un vrai positif. Sur ma même colonne, ça a été prédit que c'était une classe 3, mais en fait, c'est soit la classe 1, soit la classe 2, soit la classe 4. Donc, sur cette colonne, ça a été prédit comme positif. Donc, je suis sur la lettre P. C'est un positif. Je sais que c'est un positif. Mais est-ce qu'il a été prédit positif alors qu'il était réellement positif? Non. Donc, c'est un faux positif. Faux positif et faux positif. Maintenant, sur la ligne, ça a été prédit ici comme négatif. Donc, le 4, c'est différent du 3. Le 2, c'est différent du 3. Et le 1, c'est différent du 3. Donc, je suis sur quelque chose qui est négatif. Mais en fait, c'était un positif, c'était un 3. Donc, la ligne de ma classe en question, avec toutes les colonnes, c'est ça a été prédit négatif, donc un N, négatif, négatif, négatif. Mais en fait, c'est un positif. Donc, c'est un faux négatif et faux négatif. Pour tout le reste, ça a été prédit un 4 et c'est un 1. Donc, c'est un vrai négatif. Donc, je sais que pour tout le reste déjà, je sais que tout le reste, c'est des négatifs. C'est différent de ma classe en question, c'est différent du 3. Donc, c'est des négatifs, 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 négatifs. Parce que ma prédiction est différente de 3. Je suis sur la classe 3. Mais est-ce que c'était négatif, euh, faux ou bien vrai? C'est un faux, c'est un vrai. C'est la classe 1. En réalité, c'est la classe 1 et ça a été prédit comme étant la classe 1, donc c'est un faux négatif. Ça n'a pas été prédit comme étant la classe 3, donc pardon, c'est un vrai négatif. Vrai négatif, vrai négatif. Ici, pareil, c'était la classe 2, donc c'était différent de la classe 3 et ça a été prédit soit la classe 2, soit la classe 1, soit la classe 4, pourvu que ce ne soit pas la classe 3. Si ce n'est pas la classe 3, c'est un vrai négatif. Ça n'importe pas ce qui a été classifié. Donc, vrai négatif, vrai négatif, vrai négatif, vrai négatif. Et là, en fait, on va se retrouver avec une matrice où on a seulement des vrais négatifs, des vrais positifs, des faux positifs et des faux négatifs. Donc, au final, lorsque je vais transformer ma matrice qui était une multi-classification en une classification binaire en cherchant où sont les vrais positifs et les vrais négatifs de ma classe donnée, de la classe que je suis en train de chercher, je vais me retrouver finalement avec une matrice de classification binaire où j'ai seulement donc, mes vrais positifs, mes vrais négatifs, mes faux positifs
et mes faux négatifs. Donc, la diagonale, c'est quelque chose de réel, c'est ce que je veux trouver. Je veux trouver les meilleures valeurs ici. Et tout ce qui est à l'extérieur de la diagonale, c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Donc, pareil. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à voir ici? Donc, je peux faire ça avec n'importe quelle autre classe. Hein. Donc, ce que je dois retenir, c'est que pour la ligne, je vais trouver des faux négatifs. Pour la colonne, je vais trouver des faux positifs, sauf pour ce que j'ai au milieu. Donc, ce que j'ai au milieu, donc c'est le même indice. Donc, je suis en train de faire une bonne classification. C'est un vrai positif. Et tout le reste, c'est un vrai négatif. C'est des choses qui ont été classifiées autres que ma classe en question et qui sont réellement autres que ma classe en question. Si je reviens sur ma matrice de confusion, c'est la façon la plus simple enfin, parmi les façons les plus faciles de construire notre matrice de confusion. Donc, j'ai un Y prédit. Donc, je vais aller à mon indice, je vais incrémenter l'indice. Donc, ça, c'est l'étape qu'on avait fait ici. Donc, c'est l'étape qu'on avait. Je vais juste comparer et je vais prendre l'indice avec l'indice et j'incrémente. Indice de 0 avec indice de 0, j'incrémente. Indice de 1 avec indice de 0 et j'incrémente. Et je construis ma matrice de confusion pour toutes les classes. Donc, ça, c'est la matrice de confusion pour toutes les classes. C'est une seule matrice de confusion. Donc, on va voir l'exemple plus tard. Et là, pour trouver mes matrices, mes métriques, donc le vrai positif, le faux négatif et le vrai négatif, donc c'est ce qu'on a fait. Mon vrai positif, c'est ma diagonale, c'est plutôt l'indice, c'est le même indice, donc II. Je suis sur la classe I, donc pour I, allons au nombre de classes. Donc le nombre de classes, c'est la taille de ma matrice de confusion. Autre chose importante que j'ai dit tout à l'heure, donc la matrice de confusion est une matrice carrée. C'est toujours une matrice carrée qui est au nombre de classes. Nombre de classes en ligne, nombre de classes en colonne, toujours. Donc j'ai construit ma matrice de confusion. Je sais que le nombre de lignes de ma matrice de confusion, c'est le nombre de classes. Donc pour chaque classe, pour chaque I, qui est pour chaque classe, je vais aller incrémenter ou bien trouver mes valeurs de vrais positifs, faux négatifs, vrai négatif. Pour les vrais positifs, on avait dit que c'était le même indice. Pour les faux positifs, on avait dit que c'était toutes les lignes de la colonne I, mais à laquelle je soustrais II. Donc, si je reviens sur mon matrice, on avait dit que donc, les faux positifs, donc je suis sur la prédiction est égale à ma classe en question. Donc, si je suis sur la classe 0, mon positif, donc c'est un faux positif. Donc, je suis sur la colonne du positif. Je fais la somme de tout, mais j'enlève II, parce que II, c'est une bonne classification. Donc, je fais la somme de toutes les lignes de ma colonne. Donc, la somme de toutes les lignes de ma colonne, mais j'enlève la bonne classification. La même chose pour les faux négatifs. Les faux négatifs sont ici. Le négatif, c'est tout ce que j'ai en violet. D'accord? Tout ce que j'ai en violet, mais c'est un faux. Donc, c'est sa classe réelle, c'est ma classe en question. Si je suis sur la classe 0, donc ma classe réelle, c'est le 0. Donc, je vais faire la somme de toute ma ligne, mais j'enlève aussi donc l'élément II. Voilà, donc je fais la somme de toutes les colonnes, et bien sûr, j'enlève II. Non, c'est ici. Non, c'est ici. Faux négatif. Négatif et faux négatif, c'est la ligne de ma classe. Donc, ma ligne I. Et enfin, donc mes vrais négatifs, c'est tout ce qui reste. Donc, c'est toute ma matrice, la somme de toute ma matrice, moins toutes mes métriques précédentes. Donc, la métrique, les vrais positifs, les faux négatifs. Ce qui me reste, c'est mes vrais négatifs. Ou bien, j'aurais pu, donc, c'est plus compliqué, mais je peux aller dire, voilà, c'est tous les indices qui sont différents de I avant et après. Ou sinon, donc c'est plus simple de prendre toute la matrice, de faire la somme et d'enlever ce que j'ai calculé précédemment. Et là, donc, j'aurais trouvé
mes métriques. Donc, vrai positif, faux positif, vrai négatif. Faux négatif, vrai négatif. Une fois que j'aurai calculé ça, tout le reste, c'est facile. Le reste, donc toutes les formules qu'on a apprises, donc c'est facile. On remarque que pour toutes les formules, je n'ai besoin que des vrais positifs, faux positifs, vrais négatifs, faux négatifs. Donc une fois que j'aurai calculé ça, je calcule le reste. Donc le rappel. Le rappel, donc c'est les vrais positifs divisé sur les vrais positifs plus les faux négatifs. Vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Le rappel, la précision, donc vrai positif sur vrai positif plus faux positif, vrai négatif. Non, un rappel, précision. Précision, vrai positif sur vrai positif plus faux positif. Faux positif. Le taux de faux positif, pareil avec euh, la métrique qu'on a. C'est quoi ici? Spécificité, taux de faux positif. Je vais mettre ça de côté. Taux de faux positif, c'est faux positif sur faux positif plus vrai négatif. C'est ça. La spécificité, c'est 1 moins le taux de faux positif. Et la mesure F, donc c'est 2 fois le rappel plus la précision sur le rappel fois la précision sur le rappel plus la précision. Et donc, on aura calculé toutes nos mesures pour chaque classe. Important, c'est les mesures pour chaque classe. Si je veux calculer les mesures pour toutes mes classes, je vais moyenner ça sur le nombre de classes. Et là, je vais voir s'il n'y a pas de questions. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment, hein. Voilà. Donc, une fois qu'on aura calculé les métriques, et ça, je pense que la plupart d'entre vous l'a fait, c'est juste que je voulais quelque chose de plus facile pour vous retrouver dans le tableau. Donc, le tableau, essayez toujours de prendre la deuxième lettre comme étant celle qui est la classe prédite et aller chercher, donc, est-ce que c'est une bonne prédiction ou une mauvaise prédiction. Et pour tout le reste, et sachez donc, encore une fois, que ce que vous allez trouver, ça va toujours être la classe en question, ligne et colonne. Ce qui vous apporte, c'est la ligne et la colonne de la classe en question, et tout le reste, c'est du vrai. Mais juste la ligne et la colonne, c'est là où on va faire attention. La deuxième lettre concerne la prédiction. Et ce qu'il y a au milieu, où l'indice prédit et l'indice réel sont égaux, là, je suis sur un vrai positif. On a calculé nos métriques, on a calculé les métriques avancées, et là, on va essayer de calculer la courbe ROC. Une seconde. Donc, alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Alors, pour ça, je vous ai préparé un petit fichier, un petit CSV qui contient un tout petit peu, un petit ensemble de classes. Je pense que j'en ai 21. Donc, pour ces 21, on va essayer de calculer les métriques. Donc, la première ligne, c'est la classe réelle. La deuxième ligne, c'est la classe prédite. Donc, ça, c'est juste un exemple, juste pour voir comment ça fonctionne. Et donc, on avait dit que la matrice de confusion, donc si je construis ça, si je construis sa matrice de confusion, et on va essayer tout de suite de lui construire sa courbe rang. Donc, matrice de confusion, je vais calculer le nombre de classes. Donc, j'ai de 0, 1, 2 et 3. Donc, j'ai 4 classes. 0, 1, 2, 3. Et 0, 1, 2, 3. Et là, je vais tout simplement chercher mes indices. Donc, 0, 0, j'incrémente. 1, 0, j'incrémente. 0, 1, j'incrémente. 1, 1, j'incrémente. 3, 3, j'incrémente. 2, 2, j'incrémente. 3, 3, j'incrémente. Donc, c'était 1, ça devient 2. 0, 3, j'incrémente. 0, 1, j'incrémente. Ça devient 2.
On était où? On était sur 0,1. 1, 2, j'incrémente. 1, 1, j'incrémente. 2, 3, j'incrémente. 2, 0, j'incrémente. Et 3, 1, j'incrémente. Pour tout le reste, c'est des 0. 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, est-ce que c'est bon? Voici notre matrice de confusion. Donc, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1, 0, 2. C'est bien ce qu'on avait calculé, notre matrice de confusion. Maintenant, on va essayer de calculer les métriques. Donc, pour les métriques, à partir de notre matrice de confusion, donc, on va essayer d'aller chercher pour la classe 1 les vrais positifs. Donc, pour la classe 1, c'est la classe 0. Donc, je vais aller chercher vrai positif, faux positif, vrai négatif, faux négatif. Et à partir de là, on va essayer de calculer le rappel et la précision. Vrai positif pour la classe 0. Donc, pour la classe 0, le vrai positif de la classe 0 est égal à 1. Le faux positif de la classe 0, donc je suis sur un positif, donc je suis sur la première colonne. C'est un faux, donc c'est tout le reste. Donc c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc en fait, c'est 3, c'est toute la colonne, moins l'indice, le même indice. Donc ça me donne 2. Donc faux positif est égal à 2. Vrai négatif, donc c'est tout ce qui reste à part la ligne et la colonne de ma classe en question. Donc c'est 2 plus 1, 2 plus 2 plus 2 plus 4. 2, 4, 6, 10. Et enfin, le faux négatif, je suis sur un négatif, donc je suis sur cette ligne, et à part la première colonne. Donc je suis sur 2 plus 0 plus 1, donc ça me donne 3. Donc ça, c'est mon faux positif, vrai positif, faux positif, vrai négatif, faux négatif. Si j'essaie de calculer, j'essaie de calculer le rappel, donc vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Donc le rappel de la classe 0, vrai positif, donc c'est 1, divisé sur vrai positif 1, plus faux positif 2. Donc est égal à 1 tiers. Donc 1 sur 3. 1 sur 3, c'est quelque chose du genre 0, 3, 3, 3, 3. Donc je vais aller chercher ça. Alors, où est-ce que j'ai mis le rappel? Le rappel, c'est la première colonne de métrique avancée. Métrique avancée. Métrique de base, métrique avancée. 0,25, c'est 1 sur 4. Alors, déjà, métrique de base. Pour la classe 1, donc vrai positif, vrai négatif. Donc, je dois avoir mis 3, c'est bon. Et 11, donc ici, peut-être qu'il y a une erreur dans le vrai négatif. Vrai négatif, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madame, Oui? le vrai négatif devrait pas être 8. Oui. Pourquoi j'ai un 13? Alors, vrai négatif, normalement, c'est ici. Vrai négatif, c'est tout ce qui reste. Elle est où notre matrice de confusion? 1, 1, 1, 1, 0, 2, 8. C'est 8, un métrique de base. Comment j'ai calculé le métrique de base? Vrai positif, donc c'est II. Faux positif, donc c'est
si je mets de 0 jusqu'à 2, ça prend le 2. 0, 1, 2. Une seconde. Donc ici jusqu'à 3. Donc c'est un 8. Normalement, c'est un 8. Donc j'étais là. Matrice de confusion. Et voilà, donc c'est un 8. Et on était au rappel. Et le rappel, normalement, c'est la deuxième chose que j'ai calculée. Zéro, c'est vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Plus faux négatif, ça c'est le rappel. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on avait dit? Donc ici c'est un 8. Le négatif c'est un 8. Vrai positif, donc vrai positif sur vrai positif. J'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça. Vrai positif sur faux négatif. Vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Voilà, donc c'est 1 sur 4. C'est bon. Donc c'est vrai positif. Donc le rappel, c'est vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Donc c'est 1 sur... Donc ça nous donne 1 sur 1 plus 3. Et donc ça nous donne 25%. Donc 0,25. Et c'est ce qu'on a trouvé normalement ici. Donc 0,25. Et j'applique ça donc avec notre matrice de confusion. À partir de la matrice de confusion en entière, les métriques de base qui sont donc vrai positif, faux négatif, vrai négatif. Et ensuite, donc, on calcule les métriques un peu plus avancées, donc le rappel, la précision, le taux de faux positif, la spécificité et la mesure F. Et donc, petite comparaison avec sklearn où on va trouver exactement la même chose. Et sklearn, pareil, donc lorsque je calcule ces mesures, c'est un calcul qui se fait classe par classe. Donc, si je veux trouver la métrique de toutes mes classes, je dois moyenner ça avec le nombre de classes. Et c'est ce que j'ai mis quelque part ici. Où je l'ai pas mis, je ne sais pas. Mais voilà. Métrique de toutes les classes, donc c'est la moyenne de toutes les métriques. Accès c'est égal à 1, normalement c'est par colonne. Maintenant, on passe à la courbe ROC, et je pense que c'est là où il y a eu un peu de mal par quelques étudiants. Donc la courbe ROC, on avait dit qu'on va construire une courbe ROC pour chaque classe. Et en fait, ça va être plus ou moins facile, vu que déjà les métriques qu'on a calculées précédemment, c'est des calculs qui se font par classe. Euh, donc pour ça, encore un autre fichier, un petit fichier CSV que je vais vous mettre sur le drive, où on a les probabilités d'appartenance. Donc probabilité d'appartenance à la classe 1, à la classe 2, à la classe 3 et à la classe 4. Et là, donc, c'est exactement le même nombre d'exemples qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est à partir de ces probabilités qu'on a réussi à avoir les classes de tout à l'heure, donc les classes prédites. Donc ça, c'est tous nos exemples et toutes nos probabilités. On avait dit que la courbe ROC allait s'intéresser aux probabilités et pour chaque seuil
de probabilité va décider si notre exemple appartient, oui ou non, à la classe en question. Si je prends la courbe ROC de la classe 0, je vais aller chercher la probabilité de la classe 0, si elle est supérieure ou inférieure à un certain seuil. Et en fait, si je suis sur la classe 0, je prends la probabilité de la classe 0 et j'ignore toutes les autres probabilités de l'exemple en question. Et je passe à l'exemple 2. Pareil, je décide si oui ou non, à partir du seuil que j'ai défini, est-ce que cet exemple appartient à la classe 0, oui ou non. La même chose, troisième exemple, quatrième exemple, jusqu'au dernier exemple. Et donc, ce que je veux avoir pour dessiner ma courbe ROC, c'est euh, une matrice de confusion pour chaque seuil et pour chaque classe. Et une fois que j'aurai ma matrice de confusion, je peux calculer mes métriques qui sont la sensibilité et la spécificité. Donc, comment j'imagine ça? Donc, j'imagine ça comme quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, la classe 1, je prends la classe 0, première classe, et ma classe 0. Qu'est-ce que je vais construire? Je vais construire un ensemble de seuils. Donc, seuil 1, seuil 2, jusqu'à seuil n. Je suis libre d'avoir le nombre de seuils que je veux. Et ce que je veux faire, je veux trouver la spécificité et la sensibilité pour pouvoir dessiner ma courbe ROC. Et j'aurai ça pour chaque seuil, pour une classe donnée. Une fois que j'aurai ça, je vais tout simplement dessiner ma courbe qui ressemblerait à quelque chose comme ceci pour la classe 0. Donc ça, c'est pour ma classe 0. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai spécificité, sensibilité, spécificité, sensibilité. Alors, je dois vérifier ça. Spécificité, sensibilité, c'est bon. Je vais aller chercher la spécificité et la sensibilité en fonction de chaque seuil. Donc, premier seuil, j'ai trouvé une spécificité, une sensibilité, je dessine. Deuxième seuil, troisième seuil, etc. Et comment je trouve la spécificité et la sensibilité? Je prends le premier seuil, je vais aller chercher la probabilité. Je suis sur la classe 0, donc je vais imaginer que mon premier seuil est égal à 0,01. Donc je vais aller voir si la probabilité d'appartenance à la classe 0 est supérieure à 0,01. Si elle est supérieure à 0,01, je vais dire que cet exemple est prédit comme étant l'exemple 1. Donc en fait, ce qu'on va avoir, avec cette philosophie de seuil, je vais aller avoir de 1 jusqu'à 21 ou de 0 jusqu'à 20 exemples. Je sais que j'ai 21 exemples. Donc l'exemple 0, je vais aller prendre mon premier seuil qui est 0,01 et je vais aller vérifier est-ce que la probabilité d'appartenance à la classe 0 pour l'exemple 1 est supérieure à 0,01. Oui, donc je vais dire que cet exemple appartient à la classe 1. Classe 1 qui est la classe 0. Ensuite, donc deuxième exemple, est-ce que c'est supérieur à 0,01? Oui, donc c'est la classe 1. Et en fait, je suis en train de voir que tous mes exemples sont supérieurs à 0,01. Donc en fait, tous mes exemples vont être égaux à 1. Jusqu'à mon 21e exemple. Donc pour le seuil 0,01, j'ai tous les exemples de 0 jusqu'à 21 qui sont égaux à 1. Maintenant, je vais aller au seuil. Et là, donc, j'ai trouvé les classes. Je vais comparer avec la réalité. Pour la réalité, je vais aller voir mes étiquettes réelles. Mes étiquettes réelles, c'est la classe 0. Pour le premier exemple, c'est la classe 0. Et moi, je suis en train de chercher la ROC de la classe 0. Donc, ça va être un 1. C'est la classe 1, donc c'est différent de 0. Donc, c'est la classe 0. Classe 0, donc je suis sur ma bonne classe, c'est 1. Classe 1, ce n'est pas ma bonne classe, donc c'est 0. Classe 3, ce n'est pas la classe 0, donc c'est aussi un 0. Classe 2, ce n'est pas un 0, donc c'est la classe 0. Et ainsi de suite. Donc classe 0, 0, donc j'aurai 1, 1 ici. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver toutes mes étiquettes.
j'ai ma prédiction, j'ai ma vérité terrain. Je vais simplement appeler ma matrice de confusion et les métriques que j'ai calculées précédemment. Donc, les fonctions qui me calculent ma matrice de confusion et mes métriques. Une fois que j'aurai ça, je vais en extraire la sensibilité et la spécificité, donc le taux de faux positif et le taux de vrai positif, et je vais dessiner ça. Plus concrètement, dans notre algorithme, donc pareil, un algorithme très très simple. L'important, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je vais définir un ensemble de seuils. Alors, ici, normalement, je m'arrête à 1. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 2. Et j'ai vu aussi sur un TP, bon, je ne sais pas pourquoi vous avez mis un 2. Et je ne pense pas que ça change les calculs si on met un 1 ici. Parce que normalement, on s'arrête de 0 jusqu'à 1. Si on enlève ça, on aura une erreur. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était un 2. Donc, les seuils, je définis un ensemble de seuils. Ensuite, je définis bien sûr le nombre de seuils et le nombre de classes. Pourquoi? Ça, c'est juste pour initialiser nos taux de faux positifs et nos taux de vrais positifs. J'initialise ça. Je sais que c'est au nombre de classes et au nombre de seuils. Donc, le nombre de classes, c'est en ligne. Le nombre de seuils, c'est en colonne. Donc, j'aurai deux matrices. Donc, le résultat de TFP et de TVP. Donc, j'aurai une matrice pour le taux de faux positif avec le nombre de classes. Ici, j'ai 4 classes, donc j'aurai 4 lignes, donc de 0 jusqu'à 3. Donc, j'ai 4 classes. Et le nombre de colonnes, c'est au nombre de seuils. Et le nombre de seuils, donc, c'est quelque chose qui va de 0 jusqu'à 1 et qui avance de 0,05. Je peux aller moins que ça, 0,005 ou bien 0,5. Donc, si je diminue, j'aurai juste quelque chose de plus souple. Une courbe qui est un petit peu plus souple. Smooth. Voilà. Ce qui nous importe, c'est d'avoir une classification binaire. On avait dit que la courbe ROC est dessinée pour les classes binaires. C'est pour une seule probabilité. Une probabilité contre toutes les autres probabilités. Donc, pour avoir quelque chose de binaire, je vais d'abord binariser mon vecteur Y. Et en fait, je binarise mon vecteur Y qui est le nombre de classes, qui est les classes, les étiquettes de classes. D'accord? Donc, Y. Bon, ça, j'ai déjà fait normalement. Je peux. Alors, print Y test métrique. Normalement, j'ai appelé ça comme ça. Et Y binaire. Voilà, Y binaire. Voilà, donc pour une classe donnée, si je suis en train de considérer la classe, qu'est-ce que j'ai considéré? La classe 3. Donc, je vais aller, donc ici, c'est l'exemple de la classe 3, d'accord? Y binaire, c'est celui de la classe 3. Donc, je vais aller transformer. Donc, 0, je vais aller voir la classe 3 et à l'indice de la classe 3, je mets un 1 et pour tout le reste, je mets des 0. Donc, ici aussi, j'ai la classe 3. Donc,
À la place de la classe 3, à l'indice de la classe 3, je mets un 1 et tout le reste, c'est des 0. Et ici aussi, j'ai un 3. Donc, j'ai binarisé mon vecteur de telle sorte à avoir une stratégie 1 contre tous. Donc, c'est la classe 3 contre toutes les autres classes. Et je suis en train de binariser pour chaque classe. Pour i allant de 1 jusqu'au nombre, de 0 jusqu'au nombre de classes, moins 1, je vais binariser mes étiquettes. Donc, lorsque mon y est égal à ma classe en question, je mets un 1, sinon je vais mettre un 0. Ensuite, pour chaque seuil, je vais aller chercher ma prédiction qui doit aussi être binaire. Pourquoi elle doit être binaire? Parce que plus tard, je vais aller essayer de trouver ma matrice de confusion. Donc, Y prédit va aller chercher les probabilités de la classe I qui sont supérieures au seuil de J. Donc, je suis en train d'avancer seuil par seuil. Et lorsque ma probabilité est supérieure à mon seuil, je vais mettre ça à 1. Sinon, je vais mettre ma classe à 0. Donc, mon Y prédit, je le mets en A0. Une fois que j'aurai mon vecteur binaire de la classe réelle, donc ma classe réelle sous forme d'un vecteur réel, et ma classe réelle sous forme, ma classe prédite sous forme d'un vecteur binaire aussi, 1 ou 0, je vais aller trouver ma matrice de confusion. Et une fois que j'aurai trouvé ma matrice de confusion, je vais aller calculer mes métriques. Et une fois que je calcule mes métriques, je vais simplement trouver donc, mon taux de faux positif et mon taux de vrai positif. Qui est donc métrique 0,1 et métrique 0,2 et 0,3. Métrique 0,1. Non. Donc, je vais utiliser ça. Donc, métrique 0,1, donc mes faux positifs. Métrique 0,1, 0,3, quelque chose comme ça. Donc, sur vrai négatif. Je pense que c'était faux positif sur faux positif plus vrai négatif. Et vrai positif sur vrai positif plus faux négatif. Quelque chose comme ça. Donc, une fois qu'on aura trouvé nos taux de faux positifs et nos taux de vrais positifs pour chaque classe et pour chaque seuil, d'accord? Donc, pour chaque seuil, je vais comparer la probabilité, donc Y proba, c'est ce que j'ai mis ici. Y probabilité pour chaque exemple, chaque seuil et chaque classe. Donc, une fois qu'on aura eu ça, on trouvera donc notre taux de faux positifs et notre taux de vrai positif, donc taux de vrai positif qui ressemblerait à quelque chose comme ceci. Et enfin, on peut donc dessiner nos courbes ROC pour chaque classe. D'accord? Donc, pour chaque classe, je peux dessiner ma courbe ROC qui ressemblera à quelque chose comme ceci. Bien sûr, donc c'est pas très joli parce que notre classifieur n'est pas un classifieur très bon. Donc, en fait, c'est juste des valeurs un petit peu aléatoires de classification, juste pour voir comment la courbe ROC est en train d'être dessinée. Donc, pour résumer, la courbe ROC, ce dont j'ai besoin, c'est de binariser mon vecteur réel par rapport à la classe que j'ai en question. Et ça, je le fais à l'intérieur de la boucle des classes. Donc, pour chaque classe, je binarise le vecteur réel, donc de la classe réelle. Et pour chaque seuil, je trouve l'appartenance à chaque classe par rapport à chaque seuil. Donc, si la probabilité est supérieure au seuil, je dis que mon exemple appartient à la classe 1, sinon mon exemple appartient à la classe 0. Et une fois que j'aurai fait ça, c'est facile. J'ai le vecteur réel, le vecteur prédit, le vecteur de classe maintenant, ce n'est plus le vecteur de probabilité. Je construis une matrice de confusion. Une fois que j'aurai construit une matrice de confusion, c'est très facile d'avoir
taux de faux positif, plutôt vrai positif, vrai négatif, faux positif, faux négatif. Et ensuite, je dois juste apprendre mes formules du taux de faux positif, taux de vrai positif. Et là, vous devez donc apprendre ces formules au moins pour votre examen. Euh, je sais que plus tard, tout sera automatique. Vous allez appeler des fonctions ou bien utiliser vos algorithmes. Mais pour les besoins de notre examen, donc je vous encourage à apprendre vos formules de métrique. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Je ne vois pas de questions sur le chat. Pas de questions, s'il vous plaît? Bon, j'espère que ceux qui n'arrivaient pas à implémenter la courbe ROC ne trouvent plus de mal à présent. C'est vraiment pas compliqué. C'est ce qu'il y avait. Bon, je pense que c'est pas la peine de voir les cas plus proches voisins. C'est un algorithme très simple. On essaiera d'avancer au maximum et de voir le maximum de choses. Et s'il y a besoin de revenir vers les cas plus proches voisins, on essaiera de faire ça plus tard. Donc, euh, informez-moi si vous avez besoin de réviser ça. Donc, si c'est bon, je pense qu'on peut aller. Alors, donc, ce que je vais vous mettre sur le drive, ça va être ces fonctions, donc le calcul de la matrice de confusion, le calcul des métriques. Et là, pour la classification qu'on a fait, pour le TP1, vous avez vu qu'on a juste appelé les fonctions. Donc, on ne va pas réviser ça, on va le réviser en regardant donc, les fonctions plus en détail pour les implémentations des autres TP. Notamment donc, la classification par réseau de neurones et par machine à vecteur de support. Donc, on reviendra vers l'application des mesures de performance sur le résultat des, euh, des classifieurs. Je passe au TP2 et à la descente du gradient. Bien, donc pour la descente du gradient, donc notre premier TP, c'était celui de la régression linéaire. Et pour la régression linéaire, on devait trouver les paramètres, donc θ0 et θ1, d'une fonction linéaire. Donc, juste une fonction linéaire qui permette de voir, qui permette euh, pour un x donné, de trouver son hypothèse hθ de x, sachant que hθ de x est égal à θ0 plus θ1 fois x. Et x, c'est un scalaire. Donc, on avait un seul x et un seul y. Donc, 97 exemples. Et deux colonnes. Première colonne, c'est nos x. Deuxième colonne, c'est nos y. Et on les avait partagés. Et on avait rajouté, bien sûr, nos 1, notre colonne des 1, qui va nous servir à utiliser donc, notre biais, notre θ0. Première chose qu'on avait fait, c'est de tracer nos données. Donc, notre population par rapport, notre bénéfice par rapport à notre population. Donc, juste nos x, juste nos y par rapport à nos x. Donc, y par rapport à x. Ensuite, on voulait calculer le coût. Et on avait dit qu'on avait deux méthodes pour calculer le coût. Soit calculer le coût exemple par exemple et faire la somme, soit utiliser le calcul vectoriel, bien le calcul plutôt le calcul matriciel, donc la vectorisation, pour essayer un petit peu d'accélérer un peu les calculs. Donc, le coût, on avait dit que le coût, c'était quelque chose de très simple à calculer. Donc, on devait prendre notre y prédit, donc notre hypothèse, moins notre y réel, pour tous les exemples, et mettre ça au carré, et ensuite diviser sur 2 fois le nombre d'exemples. Donc, si on veut le faire vraiment d'une façon très basique,
on va seulement prendre, donc on va initialiser notre coût à 0. Ensuite, pour chaque exemple, donc x.shape de 0, c'est le nombre de lignes, 97, donc 97 exemples. Donc pour chaque exemple, je vais aller chercher l'hypothèse. Donc Hθ, bien Y chapeau, qui est égal à la multiplication matricielle entre x, y, toutes les colonnes, fois θ. Donc θ, c'est un θ0, θ1, donc c'est un vecteur. Donc θ0, θ1, et x, euh, euh, alors, pardon, donc ça va être x, donc un exemple, on a mis un 1 ici, et on a mis donc la valeur x, et ça c'est pour l'exemple 1. Bien l'exemple 1. J'aurai toujours un 1, étant donné que θ0 va être multiplié par 1, et j'aurai la valeur de x ici, que je vais multiplier par mon vecteur θ, et θ, c'est θ0 et θ1. Donc 1 fois θ0 plus xi, donc x de l'exemple i, fois θ1, et donc c'est le produit matriciel. Ensuite, donc l'hypothèse, y chapeau pour l'exemple i, moins y réel pour l'exemple i, au carré, donc ça c'est distance euclidienne, enfin, c'est pas vraiment la distance euclidienne, mais c'est la distance entre les deux exemples. Donc prédit et réel. Ensuite, on va les sommer et diviser sur 2 fois m. Donc m, c'est le nombre d'exemples. Voilà, donc alors j'aurais préféré garder le j et diviser à la fin. Donc, ça, c'est un calcul en plus. Donc j égale j sur le reste. Voilà, donc je suis juste en train de sommer. Et après avoir sommé donc, toutes les erreurs donc y prédit moins y réel au carré, je fais la somme. Voilà, ça c'est un vecteur. Non, une seconde, là, je réfléchis un petit peu. Donc y, c'est ce produit. Donc ça c'est un scalaire. Je n'ai pas besoin de faire la somme. Plus égale square root normalement. Non, je n'ai pas besoin de faire une somme ici. Oh, il y a une somme. Un exemple, j'ai initialisé à 0. Ouais, ici, normalement, il n'y a pas de somme. Hein. On va voir ça plus tard. Donc, une fois qu'on aura terminé, donc on somme toutes les erreurs de tous les exemples, on va diviser sur 2 fois le nombre d'exemples. Donc ça, c'est juste le calcul du coût. Maintenant, le calcul du coût avec vectorisation. Donc là, c'est bon. Là, je dois faire la somme. Donc, multiplication de x et de θ. Et ensuite, on fait la somme. Et une fois qu'on aura donc x, c'est tous mes x, c'est ma matrice. Et θ, c'est juste un vecteur. Et donc la matrice xi, donc tous les exemples, 1, 2, 3, jusqu'à 97 exemples, multipliés par θ0, θ1. Et là, donc j'aurai une valeur pour le premier, une valeur pour le deuxième, troisième, etc. Donc on aura un vecteur qui a le nombre de lignes de notre X. Donc 97 lignes. Une fois qu'on aura nos 97 lignes, on va juste faire la différence entre Y chapeau et Y.
et diviser bien sûr sur 2 fois le nombre d'exemples. Donc ça, c'est juste pour calculer le coût. Le coût, c'est une fonction très facile. Maintenant, la descente du gradient. Euh, pour calculer la descente du gradient, donc une des méthodes, j'ai vu que vous avez utilisé plusieurs implémentations. Donc encore une fois, euh, je suis toujours agréablement surpris de vos réflexions et j'ai vu une grande diversité du calcul. Euh, donc, je prends en entrée mon X, je prends mon θ, je prends mon taux d'apprentissage. Et là aussi, je pense que j'ai vu sur quelques TP un alpha variable. Euh, c'est intéressant justement à voir. Et le nombre d'itérations. J'ai vu aussi la, une condition d'arrêt par rapport à θ, à la dérivée du coût par rapport à θ. Donc, lorsque la dérivée atteint une certaine valeur, on arrête le calcul. J'ai trouvé ça aussi intéressant. Donc, pour le nombre d'itérations, pour i allant jusqu'au nombre d'itérations, donc ce qu'on va faire, on va calculer le coût. Ensuite, on va calculer la dérivée du coût. Donc, la dérivée du coût, euh, euh, qui n'est autre que l'erreur. Donc l'erreur que je vais multiplier euh, par x. Attendez voir. Donc pour toutes les itérations, donc on va calculer le coût. Donc le nouveau coût, x, y et θ. Donc ça va nous donner un coût. Ensuite, c'est notre erreur. Et ici, donc, c'est l'erreur multipliée par x. Normalement, c'est bon. La dérivée. La dérivée par rapport à x, c'est le coût multiplié par x. Et justement, donc, on devrait mettre θ à jour ici. Je dois revoir ça quand même. Donc, en gros, pour calculer la dérivée du coût, donc on va juste prendre notre θ initial auquel on va soustraire notre taux d'apprentissage multiplié par la dérivée du coût par rapport à ce θ. Et je sais que la dérivée du coût par rapport au θ, c'est le coût lui-même. Et lorsque je veux rajouter, c'est le coût lui-même divisé sur le nombre d'exemples. Et lorsque je veux rajouter, et lorsque je veux, donc par rapport à θ0, c'est le coût divisé sur le nombre d'exemples. Par rapport à θ1, c'est le coût multiplié par la caractéristique divisé sur le nombre d'exemples. Et c'est ce qu'on a vu justement ici. Donc, comment calculer la dérivée? Donc, la dérivée, c'est le coût divisé sur le nombre d'exemples pour θ0. Et pour θ1, c'est le coût multiplié par la caractéristique divisé sur le nombre d'exemples. Et normalement, c'est ce qu'on a ici. Donc, je divise sur le nombre d'exemples et j'ai le coût, donc la somme des coûts. Et ici, bien sûr, la somme des coûts
partir de chaque itération. Et je multiplie par la caractéristique que je diviserai par le nombre d'exemples. Et je mets à jour mes θ. Donc θ0 et θ1. Donc θ0, qui est le taux d'apprentissage, multiplié par la dérivée qui est le coût divisé sur le nombre d'exemples. θ1, donc c'est θ de 1 moins la dérivée, donc la dérivée qui n'est autre que le taux, plutôt multiplié moins θ moins alpha, qui est le taux d'apprentissage, multiplié par la dérivée, et la dérivée qui est le coût divisé sur le nombre d'exemples fois la caractéristique. Et là, donc, on va juste appeler les fonctions et voir la descente du gradient, donc le coût par rapport à chaque itération. Donc, à chaque itération, on va avoir un coût de plus en plus petit. D'accord, donc ici, je vais appeler donc, la fonction, la descente du gradient, avec mes x, avec mes y, qui sont les étiquettes, avec mon θ défini. Donc, normalement, on avait initialisé ça à 0. Voilà, donc on avait initialisé notre θ à 0. Et avec notre nombre d'itérations. Et donc, on va tout simplement dessiner le coût par rapport au nombre d'itérations à chaque fois. Et justement, donc, on avait retourné le coût pour chaque itération. Donc, à chaque itération, j'ai besoin de trouver un coût particulier et que je vais utiliser plus tard pour dessiner cette courbe. Donc, la courbe qui diminue, qui minimise le coût à chaque itération. Bon, ici, c'est quelque chose d'intéressant aussi que j'ai vu. Donc, c'est la différence lorsqu'on n'utilise pas la vectorisation et le temps de calcul lorsqu'on utilise la vectorisation. Donc, on voit bien qu'on est en train de gagner beaucoup de temps lorsqu'on utilise la vectorisation. Mathématiquement, c'est exactement la même chose, mais étant donné que les librairies mathématiques telles que MATLAB ou Python, donc les librairies de Python, NumPy et d'autres librairies où on utilise les vecteurs, beaucoup de vecteurs et beaucoup de matrices, donc sont très optimisés et on a en général un grand gain de temps lorsqu'on utilise la vectorisation. Mais donc, il faut toujours bien vérifier ces résultats parce que parfois, les résultats ne sont pas ceux qu'on imagine. Voilà, donc ça, c'était juste les explications. Et là, donc la fonction finale, c'est y prédit. Lorsque j'ai mes x, je vais pouvoir calculer mes y pour chaque x. Et on aura donc notre régression linéaire, donc la ligne qui représente les données sera quelque chose qui ressemblerait à ceci. Et pour plusieurs TP que j'ai vus, donc encore une fois, malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir tous les TP jusqu'à présent, mais je vous promets de voir ça en détail et de vous donner toutes mes remarques et mon feedback. Mais pour la plupart que j'ai vu, donc j'ai bien vu, et la courbe de diminution du coût, ainsi que la ligne de régression. Donc ça, c'était bon pour la plupart des TP que j'ai vus. J'ai aussi vu donc, le plot 3D, donc le coût par rapport à θ0, θ1, et donc le coût ressemblait beaucoup à ceci pour la plupart des TP que j'ai vus. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour, pas un très grand tour, mais on va essayer d'avancer beaucoup mieux durant la séance prochaine, où on va essayer de voir plus de choses. Voilà, est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici, s'il vous plaît? Pas de questions?
Je vais faire ça. Très bien, très bien. S'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie et on essaiera de voir. Alors juste entre parenthèses, donc je serai disponible s'il y a besoin. Donc on va essayer quand même le mercredi de faire pas mal de choses et d'avancer bien sur les compréhensions et les révisions. Mais si vous voulez qu'on rajoute une séance, donc il n'y a aucun souci. Vous allez juste m'informer Madame, de ça. petite Oui, petite question oui. vite fait. Du coup, pour résumer plus ou moins, le jour de l'examen, on doit s'attendre à appliquer les formules mathématiques vues en cours, c'est ça? Oui, je pense que c'est la meilleure chose pour laquelle je peux vous évaluer. Donc, quelque chose qui ressemblerait à un petit exemple tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, un petit exemple où vous allez devoir appliquer un ou plusieurs algorithmes, voir les résultats, négocier ça, éventuellement peut-être vous demander d'écrire carrément un algorithme. Je sais pas, sincèrement, mais j'imagine que c'est sûr qu'il y aura des calculs, c'est sûr. Donc n'oubliez pas vos calculatrices, c'est sûr que vous aurez des calculs à faire. Je vois. On ne doit pas s'attendre à des questions du genre QCM ou autre. Ce sera des calculs et Non, des non, applications d'algorithmes. peut-être quelques questions théoriques, mais pas de QCM, non. Ça va être des questions où vous allez euh, réfléchir, donc, selon tout ce que vous avez appris. Les CNN, probablement non, ou bien dans l'apprentissage profond, donc une question, une question peut-être. Une question peut-être théorique. Je ne vais pas vous demander d'appliquer les CNN pour l'examen, non. Réseau de neurones approfondi, profond, vous voulez dire? Approfondi, c'est quoi? Profond. Euh, Éventuellement une question théorique, mais pas d'application pour les réseaux profonds, non. Déjà qu'on n'a pas, qu'on s'est pas trop étalé sur ça. Donc éventuellement une petite question théorique. Euh, Est-ce que vous aurez un examen type? Pas cette semaine. Si on prévoit une autre séance, peut-être que j'essaierai de vous préparer quelque chose, un examen type ou quelques exercices. Euh, mais cette semaine, donc on continuera sur la lancée des TP. Mais après, si vous avez une suggestion ou si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on s'approfondisse dessus, donc vous m'envoyez un email à l'avance et je préparerai quelque chose pour ça. D'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Donc pour mercredi, on essaiera aussi de continuer sur les TP, donner des explications, voir les corrections. Et si vous avez quelque chose de particulier à discuter ou une zone d'ombre que vous n'avez pas compris durant tout le semestre, je vous encourage vivement à m'envoyer un email, pas forcément passer par le délégué. Donc, si vous avez des questions, envoyez-moi un email, comme ça, je vais, euh, je vais orienter le contenu de la révision selon ce que vous n'avez pas compris. Donc, soit vous faites des votes, vous décidez de ce que vous voulez réviser et vous communiquez à vos délégués, soit vous m'envoyez carrément, il n'y a pas de souci. Très bien, donc je vous remercie et on se voit mercredi, Inch'Allah.
Madame, Oui, Kenza. si vous voulez, pour la séance de mercredi, je pense que ce ne sera pas possible qu'on la fasse au créneau habituel. Ok, qu'est-ce que vous Car on proposez? a une présentation en présentiel. On ne sait pas encore à quelle heure. Donc, est-ce qu'on pourrait carrément changer le jour et le mettre mardi éventuellement? Demain, Si possible, oui. Parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on sera libre mercredi, donc ce sera un peu délicat. demain, quand est-ce que ça vous arrange? On sera libre pratiquement toute la journée, donc éventuellement la matinée, demain matin. Ok, ok. Demain, c'est mardi. Mardi, Mardi. normalement, j'ai rien.